Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Comment se porte le syndicalisme universitaire en Côte d'Ivoire depuis la sortie de crise? L'université ivoirienne, hier si bavarde et si bruyante, semble aujourd'hui bien muette. Même si quelques grèves clairsemées de marches rapidement circonscrites par la grande muette laissent croire que des velléités existent encore, les étudiants ivoiriens ne sont plus les maîtres du jeu. Mais derrière ce silence, la grogne cogne. Augmentation des frais de scolarité, absence de salles et matériel, retard dans les bourses, campus fermés. Où sont donc pas 53 milliards investis par le gouvernement de Ouattara? Les syndicats et les organisations universitaires peuvent-elles sauver l'enseignement supérieur à la dérive depuis plus de 2 décennies? Pour crever l'abcès, et permettez l'expression, le Grand Talk reçoit M. Assis Fulgence, qui est le secrétaire général de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk. À côté de vous, M. Didier Ebegui, qui est le secrétaire général du SINES, qui est le syndicat national des étudiants en sciences de la santé. Bonsoir. Bonsoir, M. Varol. Juste en face de vous, M. Paterne Bochot, qui est le porte-parole de la RETS, la Renaissance étudiante et scolaire de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Et puis enfin, juste à côté de vous, M. Daniel Nessémon, qui est le président national de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk. Merci. On va parler de l'université ivoirienne. Mais avant, nous allons tout de suite vous montrer un élément pour situer évidemment le cadre du débat. L'université Félix Houphouët-Boigny à nouveau paralysée. Les cours n'ont pu se dérouler ce lundi en raison d'une grève illimitée conduite par la coordination des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Cette coordination a introduit son préavis de grève auprès de la présidence de l'université jeudi dernier. Le CROU refuse de nous restituer nos résidences universitaires. Les inscriptions sont passées de 6 000 à 30 000 à 60 000 sans aucune justification. Jusqu'à ce jour, on ne puisse pas comprendre qu'on n'a pas de salle de TD. Jusqu'à ce jour, on ne puisse pas comprendre que des étudiants prennent des cours sur des pelouses. Donc la faute ne manque pas des étudiants. Il faut aussi fouiller du côté de ceux qui refusent la discussion. Raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de nous faire attendre. C'est ce qui justifie ce mot d'ordre de grève illimité. Du côté de la présidence de l'université, la présidente étant absente, son vice-président n'a pas voulu se prononcer sur cette grève. En attendant la fin de ce mouvement, à l'université Félix Houphouët-Boigny, le problème d'électricité a trouvé une solution. Reste encore pendante la question des salles de travaux dirigés et de travaux pratiques. Voilà, on vient de voir un élément qui, comme on peut le dire, plante le décor, absence de salles de TD, de travaux pratiques. Mais avant de revenir justement sur l'ensemble des problèmes que connaît l'université ivoirienne, nous allons tenter de faire un bilan du syndicalisme universitaire, puisque au lendemain du multipartisme en 1990, le multipartisme syndical a aussi existé dans nos universités, puisqu'avant c'était que le mouvement des étudiants, des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui gérait tout le syndicalisme scolaire et universitaire. La FESI aussi est née dans cette période-là, 1990-2015, ça fait 25 ans aujourd'hui. Quel bilan peut-on faire avec vous, M. Assis Fulgence, secrétaire général de la FESI, du syndicalisme universitaire? Qu'est-ce que ça a apporté? Quelles sont les grandes avancées et les faiblesses? Bon, d'abord, je dis merci à Jean-Jacques Varol qui a bien voulu qu'on soit sur ce plateau pour parler des questions qui touchent les élèves étudiants de Côte d'Ivoire, précisément qui touchent les étudiants. Le bilan que je peux faire, il faut dire que la FESI est née le 21 avril 1990 et aujourd'hui la FESI a 25 ans. 25 ans d'expérience, 25 ans de lutte. Le bilan, pour moi, est un bilan qui se veut être positif. Voilà, parce que la FESI a contribué aujourd'hui à la liberté d'expression et a contribué aussi à la démocratisation de la Côte d'Ivoire. Ce sont des éléments pour nous
qui sont importants à souligner. Mais à côté de cela, il y a des retombées corporatistes que la FESI a eues en son temps. Je pense que depuis 25 ans, on ne va pas revenir sur des dates, mais il y a que, par moment, il y a eu des difficultés dans nos différentes universités. La FESI a réagi et a demandé à ce que ces difficultés aient toutes des solutions. Et aujourd'hui, encore, la FESI se permet de poser les problèmes des élèves et étudiants. Je pense que le fait même de toujours revenir auprès des autorités et soumettre les revendications des autorités, et aux autorités, je peux dire, ce sont des éléments qu'il faut, pour moi, capitaliser comme un actif. Voilà. Mais pendant 25 ans, quand même, il n'en demeure pas moins que ces 10 dernières années, la FESI a été présentée comme un syndicat violent, barbare, des étudiants qui empêchaient les autres d'aller à l'école. La FESI a été longuement diabolisée. Est-ce que vous ne souffrez pas, 25 ans après, de cette image perfide qu'on vous colle? Moi, à ce niveau-là, je voudrais vraiment vous poser la question, qui diabolise la FESI? C'est la presse en règle générale, voilà, c'est ce que tout le monde pense. Voilà, donc à ce niveau, c'est la presse qui diabolise la FESI. Les étudiants sont là, ils constatent que nuit et jour, la FESI est en activité pour les meilleures conditions de vie et de travail. On reviendra justement sur cette diabolisation de la FESI et notamment justement le fait que le ministre de l'Enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, M. Nyamien Konan, n'a pas voulu intégrer à la table des discussions la FESI. Avec M. Didier Ebegui, on va parler aussi du bilan de ce syndicalisme universitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça porter ses fruits, parce que quand on regarde comment est l'université avec ses manques, on se dit, est-ce que c'est pas un constat d'échec quand on fait le bilan du syndicalisme universitaire? Personnellement, on ne parle pas de constat d'échec parce que de moins de 5 associations en milieu estudiantin, on est passé à plus de 100. C'est dire que les étudiants eux-mêmes ont décidé de prendre leur destin en main, de revendiquer pour une meilleure condition de vie. Donc personnellement, on ne parle pas d'échec. On ne parle pas d'échec en ce sens où, en tant que responsable du CINES, qui est le syndicat des étudiants en sciences de la santé, au sein de nos facultés, nous avons lutté pendant longtemps pour essayer d'imposer le syndicalisme en milieu universitaire, en milieu de la santé. Ça n'a pas été facile, mais ça a été accepté. Ce qui fait qu'actuellement, nous avons assez de militants, nous avons assez de sympathisants et les étudiants se reconnaissent en nous. Ce qui fait que pour nous, c'est un bilan qui est positif. Alors, vous reconnaissez dans un bilan positif, on parlera justement de la grève ou de la marche que le CINES, c'est ça, oui, a récemment fait et qui a été reprimandé par la police et la gendarmerie. Vous-même, vous avez été gardé à vue. Oui. On parlera de ça dans quelques instants. Mais avec Didier Nessémon, quel regard portez-vous Daniel Nessémon, excusez-moi pour le peu. Quel regard portez-vous sur ce syndicalisme universitaire? On peut dire que depuis 1990, après le MESI, il y a eu la naissance de la FESI. Les étudiants plus ou moins avaient besoin d'une nouvelle, je dirais, forme d'expression. Et arrivé à un moment donné, il y a eu certainement des dérives, d'où la violence a été plus ou moins un moyen aussi d'expression face à, je dirais même, un régime qui ne caressait pas dans le sens des poils. Et aujourd'hui, les étudiants aussi, ils ne caressent pas dans le sens du poil. Aujourd'hui, juste avant la crise, comme on le dit, beaucoup de déception en voyant notamment nos leaders s'immiscer dans les questions d'ordre politique. Et c'est ce qui vraiment a dévalorisé notamment le militantisme syndical à un certain moment donné. Et nous avons eu toutes les conséquences au niveau des élections. Mais pour vous aujourd'hui, est-ce que c'est un constat d'échec, c'est un constat de réussite? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'avancées? Est-ce que vous me faites penser à quelqu'un d'une génération plus récente que celle des années 90? Est-ce que vous jouissez aujourd'hui pleinement des fruits de ce syndicalisme qui, depuis 25 ans, court à l'université? Oui, on peut dire à un moment donné... Quels sont les vous, en tant que jeune étudiant, qu'est-ce que vous vivez concrètement? Est-ce que vous vous sentez bien à l'université d'Abidjan? Vous pensez que le combat de la FESI a porté ses fruits 25 ans après? Elle a porté ses fruits à un moment donné de la lutte syndicale. Il faut dire qu'il y a eu des avancées.
il y a eu des avancées, il y a eu des cas de dialogue permanent. Les étudiants siégeaient en conseil de discipline, les étudiants siégeaient même en conseil de bourse, les étudiants siégeaient même en conseil de logement. Il y a eu beaucoup d'avancées. C'est-à-dire on impliquait... Aujourd'hui, ils ne siègent plus, les étudiants. Aujourd'hui, les étudiants ne siègent plus. Aujourd'hui, les étudiants ne siègent plus en conseil de bourse, ni en conseil de logement, ni même, je dirais même, dans nos différentes administrations. Parce que ce n'est que les délégués. Avant, les syndicats étaient représentés dans ces différents conseils, mais aujourd'hui, ce sont les délégués qui sont des chefs d'amphithéâtre qui sont représentés dans ces différents conseils. Comment est-ce que nos bourses sont attribuées? Quelles sont les proportions des étudiants qui sont admis en bourse? Il faudrait que des étudiants soient représentés, soient impliqués. Alors, on s'étonne, on va revenir là-dessus, sur le fait que les propositions vont être faites d'ici la fin de cette émission. Comment, en tant que jeune étudiant, quand étudiant simplement, vous voyez le militantisme syndical sauver l'université. Mais on s'étonne quand même que vous ne puissiez pas être franc avec les Ivoiriens. On le voit récemment, notamment dans l'élément, vous n'avez pas de salle de TD, vous n'avez pas de salle de travaux pratiques, les bourses ne sont pas payées, les universités, ou du moins les campus sont fermés. Monsieur Pattern-Bocho, au final, quand on regarde tout ça, les Ivoiriens se disent que le parent pauvre de l'éducation, c'est les étudiants de Côte d'Ivoire. Ok, je veux déjà dire merci à Vox Africa de nous permettre de nous exprimer. Déjà aussi avoir une pensée pour nos camarades étudiants du Kenya décédés sous les balles du terrorisme. Voilà, déjà je voulais commencer mes propos en ayant une pensée aussi également pour eux. Les étudiants de Garissa au Kenya. Voilà, et aborder cette question du bilan. Mais en réalité, pour parler de bilan, il faut d'abord présenter le syndicalisme. Et moi, j'arrête 5 dates du syndicalisme. Déjà, la première date, le début du syndicalisme, c'est à partir des années 1950. Et à cette année-là, il faut dire qu'on a vu la naissance de la première fédération, c'est-à-dire la fédération estudiantine des Africains noirs de France. Également, l'Union générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. En réalité, ces organisations avaient pour objectif d'abord, c'est vrai, de lutter pour le bien-être des étudiants, mais également, leur second rôle, c'était de se battre pour la décolonisation du peuple noir. Donc voilà. On va pas faire les voilà. histoires. On va faire court, ce qui n'est pas très long. Voilà. Je veux dire. Tenter aujourd'hui, même si on veut reprendre les grosses dates de l'histoire du syndicalisme, il n'en demeure pas moins que nous voulons faire le bilan du syndicalisme ivoirien depuis 1990. Est-ce qu'il y a eu réellement des avancées? Parce qu'on se rend compte que depuis près de 25 ans, l'université traîne toutes les tares de notre société. En réalité, c'est un bilan mitigé. Il faut avoir le courage de le dire et je pense que ce sera plus objectif pour nous de dire que c'est un bilan mitigé. Parce qu'en réalité, on a eu des acquis. On a eu des acquis dans ce combat. Ce combat, ce n'est pas la FESI seule qui a mené ce combat. La FESI a mené ce combat parce que, en tant que structure estudiantine qui a eu ce renom et puis qui était l'une des premières, elle a été mise devant. Mais à côté de la FESI, il y a eu d'autres organisations qui sont tous battues pour améliorer ces conditions. Notamment, je veux être un peu plus au niveau de l'amélioration de la formation. On a eu aujourd'hui des cadres de notre milieu, c'est-à-dire on a eu des cadres qui ont été formés dans nos universités, qui se trouvent aujourd'hui être des dirigeants, être les décideurs de ce pays. On parlera de la formation. Mais justement, la formation... On parlera de la formation. La formation est améliorée. L'idée était de savoir si vous vous sentez bien aujourd'hui à l'université. Vous pensez que l'université de Côte d'Ivoire... On ne peut pas se sentir... L'idée est de savoir, est-ce que... Parce qu'on a écouté les propos, évidemment, de vos camarades tout à l'heure, qui disent que pour une grève illimitée parce qu'ils n'ont pas les moyens de travailler. Et on s'étonne que les étudiants ivoiriens que vous êtes, vous nous fassiez un bilan tellement réluisant d'une université idyllique dans laquelle le bilan dans des bus électriques, heureusement d'ailleurs. Le bilan n'est pas aussi reluisant, mais en réalité, il y a quand même eu des acquis. Peut-être que ce n'est pas suffisant,
mais il y a aussi... Parce qu'il faut pour l'instant, il y a eu des acquis. Alors, voilà, on va continuer dans le débat et parler du syndicalisme universitaire post-crise. On sait que la FESI a été l'emblème, hein, permettez que je le dise, ça n'engage que moi, de la violence présentée à l'autel de la violence comme étant le syndicat par qui le feu est arrivé. Alors aujourd'hui, au-delà de cette diabolisation, comment vous vivez le syndicalisme universitaire? Vous disiez tout à l'heure qu'on est passé de 5 à 150, ça fait beaucoup quand même comme interlocuteur pour le gouvernement. Est-ce que c'est facile aujourd'hui, avec cette pléthore d'organisations, d'être des interlocuteurs efficaces pour le gouvernement? Bon, moi je pense que c'est pas facile pour le gouvernement de répondre aux aspirations ou bien aux revendications de toutes ces associations à caractère syndical. Parce qu'il faut le préciser, le syndicalisme estudiantin, on le dit, mais c'est généralement en griffe. On est tous des associations à caractère syndical. Ce n'est pas facile pour le gouvernement, mais dans ce nombre-là d'associations à caractère syndical, il y a des associations qui posent véritablement le problème des étudiants, qui posent le problème du manque de matériel, qui posent le problème du manque d'équipement des laboratoires, des salles de TD et des amphithéâtres. Et je pense que c'est plus facile pour les autorités, lorsqu'ils ont un regard véritablement sur l'université, de savoir dans ce nombre-là quelles sont les associations qui militent véritablement pour la défense des droits des étudiants. Alors la FESI, j'en parlais tout à l'heure, vous êtes quand même un syndicat très représentatif, évidemment, du discours universitaire, on s'étonne, vous n'avez pas été choqué quand le ministre Niamien Konan n'a pas souhaité vous inviter à la table des négociations? Bon, choqué, pour moi, je dis... vous êtes habitué un peu. On est habitué à ce genre de crise. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que des autorités refusent par moment de nous rencontrer. M. Niamien Konan a lui seul sa méthode de travail. Nous, ce qu'on demande aux autorités, c'est que les problèmes que nous soumettons aux autorités puissent trouver des solutions. Si M. Niamien Konan trouve des solutions aux problèmes que nous soumettons, il n'y a pas lieu qu'il puisse en tout cas créer le cadre d'échange. Voilà. Donc, l'intérêt pour nous, ce n'est pas de croiser M. Niamien Konan. L'intérêt pour nous, c'est que les problèmes puissent trouver solution. Voilà. Donc, Niamien Konan peut quand même rester dans ses bureaux et puis recevoir la liste des problèmes, quitte à lui maintenant de pouvoir trouver des solutions. Est-ce que c'est facile pour vous de discuter avec le gouvernement quand on sait quand même que les cités universitaires ont subi énormément les dégâts de la crise post-électorale? Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement et les étudiants que vous êtes, le dialogue s'instaure? Est-ce que vous êtes reçu par moment? Puisque quand on voit le ministre de l'enseignement supérieur refuser que des associations universitaires viennent à la table des négociations, ça fait craindre beaucoup de choses. Bon, je pense que est-ce que vous avez des exemples d'autorité? Est-ce qu'il y a une autorité particulièrement qui vous a reçu? Oui, moi je pense que le refus du ministre Niamien Konan de recevoir la FESI est plutôt subjectif. Je pense que ça ne tient qu'à lui, sa personne, de ne pas recevoir telle organisation et telle organisation. Ici, nous parlons d'un débat objectif. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui existent au niveau des universités, il y a des problèmes qui existent au niveau de l'école ivoirienne. Comment est-ce qu'ensemble, les différents acteurs du système éducatif peuvent se mettre ensemble, s'asseoir sur une table et discuter en vue de trouver des solutions? Voilà le débat. Maintenant, si nous devons nous résumer en des questions subjectives, je peux dire que peut-être la tête de telle autorité ou telle autorité ne me plaît pas, mais en tant qu'un leader, en tant qu'un responsable d'étudiants, j'ai le devoir véritablement de trouver les solutions pour mes différents membres, les différents syndiqués qui m'envoient, je dirais même... Ce qui est étonnant, c'est les difficultés évidemment au niveau de leur vécu quotidien. Non, je suis d'accord avec vous. Et ce qui est étonnant, et là je m'adresse à Paterne, c'est le silence coupable des autres organisations qui sont allées trinquer à la table de ces discussions.
en ne demandant pas, n'obligeant pas le ministre à recevoir la FESI aussi. Non, mais, et vous êtes allé à cette table des négociations. À ce niveau, je pense qu'on ne peut pas pratiquer la politique de la chaise vide. Hein. Le plus important, comme chacun est en train de le dire, ce sont les problèmes d'ordre académique et social des étudiants. À part le ministre de l'Enseignement supérieur, il y a d'autres acteurs du système qui reçoivent régulièrement les organisations d'étudiants. Bon, aujourd'hui, nous, on trouve ça un peu paradoxal que le ministre n'accepte pas de recevoir les organisations, mais la présidente de l'université, chaque semaine, je dirais même chaque 2 semaines ou bien chaque mois, reçoit les organisations d'étudiants. Chaque fois que les étudiants sont sollicités, le conseiller du président chargé de l'éducation reçoit les étudiants. Le conseiller du président chargé de la jeunesse reçoit les étudiants. Au-delà, même les directeurs fonctionnels et opérationnels du ministère de tutelle reçoivent les étudiants. L'arrêt a plusieurs fois été reçu par le directeur de la DORES, par le directeur de la DGS, par le directeur de la DESPRIV. En tout cas, les autorités administratives reçoivent les organisations. Même Niamien. Donc aujourd'hui, on peut le dire, le dialogue n'est pas interrompu. Hein, le dialogue existe. Voilà. Mais on s'étonne que malgré ce dialogue, les choses ne semblent pas avancer. C'est ça. Mais il faut dire que je pense que concernant ce point-là, on va arriver dans les propositions. Mais c'est ça. La communication passe. Comme tout à l'heure, le camarade Assis l'a dit, ce n'est pas parce que le ministre Niamian Koman refuse de le recevoir qu'il ne va pas pour autant exposer le problème des étudiants. La preuve, c'est la semaine du 23 que un préavis a été déposé. Du 23 mars, voilà. La semaine du 23 le préavis de grève, là, il a été respecté par l'ensemble des étudiants de Côte d'Ivoire. La preuve, c'est pour ceux qui ont pu arriver à l'université ce jour-là, l'université était complètement vide. C'est pour dire que le ministre peut dire qu'il ne nous reçoit pas, mais nous, on expose nos problèmes. Et lorsqu'on expose nos problèmes, il écoute. Il écoute, mais généralement, c'est dans l'application que ça pose problème. Est-ce que quand on voit tout ça, le fait qu'il y ait des rencontres permanentes entre les cadres de l'enseignement supérieur et vous, et que rien au bout n'est satisfait, est-ce qu'il ne faut pas craindre un ras-le-bol des étudiants pour aller justement vers ces affrontements qu'on craint? Je veux quand même regarder les choses. C'est pas parce que, c'est vrai, la communication n'est pas ce qu'on souhaite. Parce qu'on a été, il faut dire, on a été habitué à une communication régulière d'antan. Mais peut-être qu'aujourd'hui... Communication régulière. Voilà, c'est-à-dire des échanges, des rencontres d'échanges, des réflexions ont été organisées avant avec les systèmes. Et c'était très régulier. Peut-être qu'on n'a pas ça aujourd'hui. Mais dit que malgré toutes ces rencontres qui se font actuellement, peut-être à un rythme très bas, que rien n'est fait, moi je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas qu'on prêche quand même mine derrière le faux. Peut-être ce qui est fait n'est pas conséquent, mais également il faut quand même reconnaître qu'il y a certaines choses qui sont... Je pense que concernant ce point-là, il faut être réaliste. C'est pas parce qu'on dit, c'est pas qu'on dit rien n'est fait. Voilà, c'est vrai qu'il y a des bâtiments. Mais le minimum, là, le minimum qu'on demande pour un étudiant, le minimum, c'est quoi? C'est de faire cours. Quand on te dit quand on te dit depuis 9 mois, par exemple, je prends un exemple, quand on dit depuis 9 mois, la faculté, l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, ne fait pas cours. De la 2e jusqu'à l'année de thèse, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de TD, il n'y a pas de TP. Et qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas de TD, pas de cours? Le manque de matériel. Parce qu'à un certain moment, depuis 2 ans, on fait cours, on faisait les cours simplement. Mais depuis cette année, les enseignants ont décidé que trop, c'était trop. Et là, c'est l'occasion aussi pour nous, en tant qu'association à caractère syndical, de remercier nos enseignants. Parce que durant 2 ans, les enseignants ont serré la ceinture. On fait cours dans dans ce désert-là. Ouais, c'est compliqué pour un étudiant de sciences de faire cours seulement dans des amphis et de ne pas pratiquer de manière physique. C'est TP, c'est compliqué. Donc, on ne dit pas que rien n'est fait. L'université actuellement, l'université est beau. C'est vraiment intéressant d'arriver à chose comme on appelle ça.
C'est Bon, moi, plus je- un vraiment- endroit... Attends, vous Moi, considérez je que c'est un vais- endroit je vais- touristique? Non, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Actuellement, on ne va à l'université que pour Oui, prendre des photos. on va écouter monsieur Moi, Assif je voulais Chance. rapidement Oui, revenir sur une question, puisque vous avez posé la question de savoir est-ce qu'il y a une communication entre monsieur le ministre et nous étudiants. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de communication. Ça, il faut le dire. Parce que la communication... Il paraît que c'est seulement la FECI que le ministre refuse de non, recevoir tous les la autres communication, syndicats. c'est pas de venir s'asseoir et puis laisser l'autre parler et puis après chacun rentre chez lui. Communiquer, c'est aller à une table d'échange, faire des promesses et puis tenir ces promesses-là. Moi, on a un monsieur qui, par moment, appelle certains délégués, qu'ils arrivent, qui lui font croire que tout va bien dans des actives là pour non, il a reçu des étudiants. Non, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de communication entre le Mais est-ce monsieur le ministre et nous étudiants. à combien de reprises vous avez tenté de voir le ministre? Est-ce que vous lui avez adressé un courrier officiel? Vous êtes allé prendre rendez-vous avec le ministre de l'Enseignement supérieur? Merci. Merci. Il faut dire que ça fait depuis le 4 décembre jusqu'aujourd'hui, ça fait 7 demandes d'audience que la FECI a fait déposer en même temps avec la plateforme des revendications, voilà, qu'on a fait déposer auprès des services du monsieur le ministre. Voilà. Mais jamais il nous a appelés. Et mieux, la réponse qu'il donne à ses courriers dans ses déclarations. Bon. En fait, pour l'instant, voilà. on n'a pas encore eu cette rencontre tant recherchée. Vous voulez peut-être terminer très rapidement sur le sujet avant qu'on marque la pause? Oui, sur ce point, au niveau des résultats, je pense que nous, notre organisation, la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire, n'a pas un caractère syndical. Ce sont des associations qui se retrouvent dans le cadre de la formation, de l'insertion socio-professionnelle et du développement. Et dans ce sens-là, je pense que quand il y a un cadre de dialogue, ce que nous recherchons tous comme résultat, c'est véritablement l'application des résolutions et des solutions que nous voulons voir. En tant qu'étudiant, je m'exprime bien, en tant qu'étudiant, c'est le bien-être qui est recherché. C'est véritablement de permettre à ce que tous les problèmes qui sont posés sur la table puissent trouver solution, je dirais, dans un délai bien circonscrit, bien précis. Sinon, en ce moment, on fera du dilatoire, on fera toujours des tables de dialogue et autres, mais on n'aura pas de résultats. Et à la fin, c'est quoi? On se retrouve dans quelles conditions? Il y a un minimum qui a été fait. Il faut reconnaître les efforts qui ont été faits par le gouvernement, les autorités. On se retrouvait avant dans un bidonville universitaire. Aujourd'hui, l'université est reluisante. Mais on est dans les questions de forme et dans le fond. Est-ce que le matériel est fait? Vous pouvez vous rendre aujourd'hui au campus 1 de Boaké. Vous verrez encore des amphithéâtres qui n'ont pas encore reçu le moindre pinceau de peinture. Ça, c'est des faits palpables. C'est constaté par les étudiants eux-mêmes. Ceux qui doivent apprécier les efforts du gouvernement sont les étudiants. Et si les étudiants aujourd'hui disent qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais il en reste encore, je pense qu'ensemble, nous devons nous asseoir et faire de telle sorte que les étudiants eux-mêmes arrivent à apprécier bien les efforts du président. On a le temps de marquer la pause. On marque la pause. On va marquer la pause. Tout à l'heure, on reviendra. Je le sais, messieurs, le débat va être houleux puisque dans la deuxième partie de l'émission, on essaiera de faire le bilan de l'action gouvernementale de Cissé Bakongo à Namien-Konan. Qu'est-ce qui a été réellement fait à l'Université de Côte d'Ivoire? Bienvenue dans la deuxième et dernière partie du Grand Talk qui s'interroge aujourd'hui sur l'avenir du syndicalisme universitaire en Côte d'Ivoire. Allez, on va parler maintenant du bien-être des étudiants, puisqu'on a parlé des syndicats. On a écouté les porte-paroles, présidents et secrétaires généraux que vous êtes. On va aller du côté du public, savoir là-bas si on vit aussi bien que vous nous le faites croire à l'Université de Côte d'Ivoire. Avec tout de suite, monsieur, vous allez vous présenter. Bonjour Varol, je suis Justin Anzian, premier secrétaire général adjoint national de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire. Alors, il faudra le dire, les étudiants ne sont pas tout à fait comme le semblent le dire les autres, dans la mesure où il y a certains soucis qui ne sont pas véritablement gérés comme il se doit depuis belle lurette. Alors, au-delà du cadre d'échange qui a eu lieu entre les autorités politiques et administratives et les étudiants, ce qu'on déplore, c'est qu'on a vécu rien que de la politique politicienne. Comme pour dire que ça a été que des promesses et rien n'a été réalisé. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'au moins, ils nous ont écoutés
Mais ce qu'on déplore, c'est le fait qu'il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas d'action concrète. C'est pourquoi un camarade l'a bien signifié à travers le plateau, que c'est vrai qu'on échange, c'est vrai qu'on nous écoute, mais le plus important, ce sont les moyens, c'est le minimum. Parce que comme on le dit, et qu'on le veut ou pas, l'étudiant constitue un acteur de développement et il constitue la source de pouvoir. Merci en tout cas, merci beaucoup pour votre... L'aurait certainement remarqué, chers téléspectateurs, que bon, le discours des étudiants ivoiriens est quand même assez policé. Ils sont de plus en plus politiciens, très fins dans la manière de choisir leurs mots. Qu'est-ce qui a bien pu se passer de Cissé Bakongo à Niamien Konan pour que le discours estudiantin devienne aussi policé? Quand on sait qu'à son arrivée à l'université, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, M. Cissé Bakongo a hérité d'une coquette somme de 153 milliards de francs CFA, un chiffre à vous donner envie de ne plus être étudiant, mais de passer de la barre de la comptabilité et à la gestion de ces 153 milliards de francs CFA. Et on a eu une université intégralement peinte. Le campus de Cocody a bénéficié. Le campus de Cocody a bénéficié habilitation. L'ère Cissé Bakongo a été une ère qui vous a donné beaucoup d'espoir, je présume. Merci, M. Varol. Parlant de l'ère Cissé Bakongo, il faut dire que à la réouverture de l'université, après les 2 ans d'interruption, la réhabilitation nous a donné beaucoup d'espoir, il faut le dire. Et on l'a signifié même dans un courrier, dans notre courrier de préavis de grève, pour dire on avait beaucoup d'espoir parce qu'on voyait une université qui était véritablement belle, qui avait changé d'allure, qui avait bonne audience auprès des interlocuteurs à l'extérieur. Mais lorsqu'il a s'agi de prendre possession de nos différentes UFR, on s'est rendu compte que la moitié de ce qui était prévu n'avait pas été fait. Même le minimum, c'est-à-dire pour un étudiant en sciences, c'est le microscope. Même le simple microscope n'existait plus pour nous. Pour nous, étudiants en sciences de santé, c'est compliqué parce que c'est un danger, pas seulement pour l'université, mais pour l'État de Côte d'Ivoire, de former un médecin ou bien un pharmacien qui ne sait pas comment faire ne serait-ce qu'une injection. Vous voyez que c'est dangereux. Pas plus tard que cette année, vous avez vu dans les journaux le décès de l'artiste Johnny Lafleur à cause d'une simple injection d'un produit antipaludique. C'est ça, vous dit que ce danger-là, il nous guette. Nos enseignants ont, à un certain moment, pris leurs responsabilités pour dire que trop, c'était trop. On a voulu nous faire croire que les trucs allaient être bien, que les choses allaient reprendre avec de beaux équipements, mais rien. 3 ans que nous attendons que ces équipements-là puissent arriver. En tout cas, université chatoyante, la FECI a dû se féliciter de voir que le campus avait arboré enfin une parure beaucoup plus belle que celle qu'on lui connaissait. Effectivement, comme l'a dit le camarade du CINES, il faut dire que c'est un plaisir pour nous de voir la réhabilitation de cette université-là. Mais aujourd'hui, on constate que c'est du cosmétique qui a été fait. C'est du cosmétique parce que, en réalité, à l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes. Le camarade vient de citer quelques problèmes que connaissent les sciences de la santé. Mais à côté de ces sciences de la santé-là, il y a plusieurs problèmes. Les sciences, les lettres aussi connaissent des problèmes. Comprenez qu'on ne peut pas investir plus de 153 milliards et puis il n'y a même pas un nouvel amphi qui est construit. Il y a un problème. Pour moi, je dis, dans l'investissement, il faut pouvoir faire ressortir l'utilité marginale. Quelle est l'utilité marginale de tous ces investissements-là? Qu'est-ce que ces investissements peuvent apporter aux étudiants? Voilà la question qui n'a pas été répondue par M. Cissé Bakongo. Parce qu'on ne peut pas venir nous donner des bus électriques pendant que ce n'est pas utile pour nous.
Comprenez que les mêmes réalités d'hier Oui, existent mais aujourd'hui. quand même, il n'en demeure pas moins que l'université est tellement grande que ces bus-là, par moment, aident les étudiants. Je viens. L'étudiant. Je sais qu'il y a un manque de matériel, mais on ne va pas s'en prendre aux 2 bus qui, pour l'instant, servent la liaison. Non. Monsieur Varol, je pense que, monsieur Varol, je reviens dessus. Non, je peux être d'accord avec tout ce que vous dites, notamment sur le manque de matériel, sur le manque d'instruments pour travailler. Mais nos 2 bus électroniques, c'est quand même pour nous une innovation en la matière. Oui, pour l'instant. Moi, je viens. C'est une innovation. Ouais. Mais c'est pour moi, c'est un don. Mais on ne peut pas dire que on va investir pour pouvoir avoir ces 2 bus-là. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que M. Paterne-Bochot, vous partagez l'avis de M. Assis Fulgence et de M. Didier Begui? Bon, à quelques niveaux près, parce qu'en réalité, le constat est clair. Ce qu'on attendait à travers ces universités réhabilitées-là, ce n'est pas ce qui est là aujourd'hui. Parce qu'on attendait encore plus, compte tenu des moyens qui ont été investis. Alors quand vous dites plus, peut-être que le gouvernement a fait plus, mais peut-être pas comme plus votre entendement le pense. Vous, quand vous dites plus, à quoi vous pensez? Plus parce qu'il faut pouvoir combler le vide. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a à l'université 1 000 étudiants. Il faut regarder le nombre. C'est vrai qu'on a eu des amphis. Il y a eu 2 amphis qui se sont ajoutés aux amphis qui n'existaient pas avant. Non, il y a eu également aussi des salles de TD qui ont été ouvertes. Mais avec le nombre d'étudiants qui existaient, je pense que ça ne pouvait pas quand même. Voilà. Oui, parce que vous dites que rien n'a été fait. Il n'y a pas de nouveaux amphis. Il n'y a pas de nouveaux amphis. Non, il y a au moins 2 Quand on parle de réhabilitation, c'est qu'il y avait déjà habilitation. Donc il y avait quelque chose qui était là. Donc quand on dit réhabilitation, on s'attend à ce qu'il y ait encore plus. Il n'y a pas de nouveaux amphis. Il y a eu quand même. Je veux vous dire. On va essayer avec M. Daniel Nessémon. Alors, pour pas terminer complètement, d'avoir votre avis sur ce sujet-là. Moi, je pense que pour les 153 milliards, je pense qu'il faudrait qu'on soit clair. Quand on parle de plus, c'est tout dit. Ce qui a été dit, il faut que cela soit fait. Parce qu'on se plaint de quoi? On se plaint de ce qui a été dit n'est pas totalement fait. On ne parle pas du plus, on parle de ce qui a été dit au préalable. Alors qu'est-ce que Cissé Bakongo a dit exactement? Tous les amphithéâtres ne sont pas réhabilités. Je vous ai dit qu'au niveau même du campus 1 de Boaké, il y a des amphithéâtres qui ne sont pas encore réhabilités. Il y a des salles de TD qui n'ont pas encore été touchées. Et ça, ce sont des faits. Les salles des amphis qui devaient recevoir la climatisation, c'est-à-dire l'air conditionné et autres. Et au-delà même de tout cela, le matériel qui devait suivre au fur et à mesure, ça n'a pas été fait, je dirais, jusqu'au départ du ministre. Il y a eu des efforts, on le reconnaît, peut-être jusqu'à 70%, on le reconnaît. Mais 70%, vous... Bon. Oui, je veux dire que le plus important, c'est que sur quoi le ministre Bakongo est venu, l'existant même a été véritablement touché. Il y a eu beaucoup d'amphis qui ont été délabrés, qui ont été pillés. Au-delà même de ce qu'on avait, il n'y avait plus. C'est-à-dire, j'ai dit qu'on a reparti encore en arrière. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que beaucoup d'amphithéâtres ont été pillés, beaucoup de salles de machines ont été pillées, ont été volées, tout ça. Mais il fallait encore repartir sur une nouvelle base. Est-ce qu'il fallait en ce moment construire des nouveaux amphis ou réhabiliter ce qui existait déjà? Le choix a été orienté dans le sens de la réhabilitation de l'existant et de renforcement du matériel nouveau. C'est de ça qu'il est question. Alors est-ce qu'aujourd'hui ce matériel nouveau... On va laisser ainsi Fulgence et on termine avec vous. Je veux qu'on soit clair, puisque en réalité, on ne peut pas nous dire que 153 milliards, c'est pour y mettre la peinture. La réhabilitation, c'est quoi? La réhabilitation, c'est que dans nos laboratoires, on puisse avoir du matériel. Comprenez que depuis 3 ans, nos étudiants, nos camarades qui sont en sciences de santé technique, ne font que faire des TP, ce qu'on appelle des travaux pratiques et théoriques. De jamais vu. Comprenez? Et donc, pour moi, je dis, la réhabilitation doit pouvoir toucher ces éléments-là. Avant de partir dans le public, Bochot, vous ne semblez pas... Allons-y, qu'est-ce que vous voulez dire? En réalité, les 153 milliards, véritablement,
en fait, ce qui a été produit ne vaut pas ces 153 milliards. Voilà ce que je veux dire. Parce que, bon, on parle de sciences. On parle de sciences de santé. Mais il n'y a même pas de wifi. Il n'y a même pas de wifi sur l'espace universitaire. Également, même jusqu'à aujourd'hui, la bibliothèque n'est pas encore ouverte. Donc, je veux dire que, de façon. Ce qui était attendu, dans le déclassement, j'ai un témoignage à vous faire. Peut-être que les camarades... Après votre témoignage, on ira dans le public tout de suite. D'accord, j'ai un petit témoignage, c'est que moi, personnellement, durant la crise post-électorale, du fait que j'étais en sciences de santé, j'étais au CHU de Cocody, donc près de l'université de Cocody à l'époque. Et durant toute la crise, j'étais au CHU de Cocody pour participer aux soins des blessés, en tout cas de tout ce qu'il fallait faire. Et après la crise, c'est nous-mêmes qui avons informé notre décanat pour dire que voilà, la crise est terminée, il n'y a plus de coups de feu. Venez récupérer les équipements qui sont dans nos UFR, que ce soit l'UFR de médecine ou l'UFR de pharmacie. Ils sont venus, ils ont récupéré l'équipement. Nous, ce qu'on dit, c'est vrai que 153 000 a été investis. Mais avant, il y avait un équipement. Si on se base sur cet équipement-là, et on prend les 153 milliards là, je pense que l'université de Cocody sera l'une des meilleures universités du monde. Mais c'est que cet équipement-là, il a disparu aussi. Alors selon vous, où sont passés, on va aller dans le public pour Je voulais ajouter un détail. vous allez vous lever, vous présenter pour nos téléspectateurs. Alors, moi c'est Ouattara Dama, secrétaire général de l'Union nationale étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, l'UNESI, une structure qui a été créée en 1997, le 26 avril précisément, par l'honorable agent député maire de Grand Laou. Et nous nous apprêtons dans les jours à venir à célébrer nos 18 ans, le 26 avril de cette année. Moi je pense que quand on veut parler de bilan, au niveau du départ nouveau, le bilan n'est pas totalement négatif. Voilà. Le bilan n'est pas... Non, mais on n'est plus au bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est fait à l'université est conforme à vos attentes, puisqu'on vous avait promis monts et merveilles, et finalement, la montagne aura accouché d'une souris? Bon, il faut dire que c'est vrai que les autorités n'ont pas pu à 100% réussir ce qu'ils voulaient faire. Mais ce que nous on constate, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans la chose. Mais mauvaise foi de qui? Tout à l'heure, le frère de qu'on appelle la médecine a été clair. Ce sont eux qui ont appelé les enseignants de la médecine pour venir récupérer le matériel. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où le matériel se trouve. Alors, vous résumez rapidement, on va finir avec vous. Non, ce qui est bizarre dans l'affaire, les mêmes personnes qui ont pillé l'université, ce sont les mêmes personnes qui ont volé le matériel, parce que le matériel qui a été acheté... Mais les personnes... Ce sont les mêmes personnes qui se plaignent. C'est qui ces personnes-là? Aujourd'hui, le problème... Non, vous, c'est qui? Il y a certains enseignants en complicité avec certains étudiants qui sont à la base de ce phénomène. Mais moi, je pense que ce sont des... On ne peut pas comprendre. On peut pas... Pour vous, Côte d'Ivoire, un étudiant. rapidement terminé. N'eût été qu'on appelle la vigilance du secrétaire général actuel de l'université, M. Toumane Mouarou, en son temps, qui était le traité de la scolarité, l'université n'allait pas avoir de fichiers. Ces mêmes étudiants qui se plaignent, ce sont eux qui ont pillé le système pour ne pas qu'il y ait des traces au niveau de l'informatique. Merci beaucoup. Merci encore. Alors, on va... Je sais. Je voulais faire dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Le jeu de réhabilitation, c'est dangereux. Je voulais ajouter un détail. On le sait, le monsieur vient de mettre de l'huile sur le feu. Il dit... Alors, c'est le portefeuille. On va se calmer en studio. Donc, il accuse les étudiants. Monsieur Varol, comprenez qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit ici, c'est pour le bien-être des étudiants. Ça m'étonne qu'il y ait des étudiants
viennent se complaire dans la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'il est obligé de suivre votre point de vue? Non, lui, il n'est pas obligé de suivre notre point de vue. Mais il y a des trucs, il y a des accusations qu'il ne faut pas lancer en public de manière fortuite comme ça. Il faut poser les problèmes comme ils sont pour qu'on puisse les régler. Dit que les étudiants ont participé au pillage et à la destruction du matériel. Ce qui est juste, n'oublions pas que à l'époque, l'université n'était pas entourée que des étudiants. Il y avait des badauds aussi qui étaient là. Moi, j'ai dit que j'étais au sein de l'université, j'étais au CHU de Cocody, du début jusqu'à la fin de la crise. Il y a certaines choses que moi j'ai vues, que j'ai apprécié de mes yeux. C'est nous, quand on parle d'étudiants qui ont pillé, c'est nous qui avons à payer les notes des canards pour qu'on puisse conserver, nous, notre fichier. On pouvait bien piller le fichier là. Mais nous avons conservé nos fichiers. Ne lançons pas d'accusation. Ce qui est important à ce moment-là, ce n'est pas d'accuser des étudiants pour dire qu'ils ont fait ça. Mais c'est aider les étudiants à améliorer leurs conditions de vie. Actuellement, là, on parle de manque d'équipement. À cause de ça, on emprisonne des étudiants. Des jeunes filles sont emprisonnées, sont insultées. On va poursuivre le débat, notamment. On est passé de la période de Cissé Bakongo qui a quand même hérité de 153 milliards pour réhabiliter l'université. Oui, très rapidement. Je voulais faire très rapidement. 153 milliards. Il faut dire qu'il y avait 3 universités. Il y avait 3 universités. L'université Félix Houphouët-Boigny, l'université Nangui à Bongwa. Et voilà, il y avait l'université de Boaké. Il y a eu des centres de recherche qui ont été érigés en université comme l'URES. L'URES d'Aloa et l'URES Korogo. Donc tout cela a fait partie, je dirais que ont été des éléments dans le coût véritablement les centres de recherche qui ont été érigés en université. Les centres de recherche qui ont été érigés en université, il n'y a pas de nouvelles infos. Est-ce que 153 milliards... Alors, c'est réhabilitation. C'est ce qui était là lors mais si on veut parler, donc de 3 universités, au moins il faut reconnaître qu'on a passé à 5 universités. Il y a également aussi des grands projets dans lesquels... Ce qu'on aussi on peut déplorer, on peut déplorer à la fin, par exemple, je lui ai dit du bilan du Cissé Bakongo, c'est la suppression des prises en charge sociales. La suppression des prises en charge sociales qui ont été purement et simplement annulées. Et ça a eu véritablement des répercussions négatives au niveau de la formation, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui bénéficiaient de ces prises en charge, qui grâce à ces prises en charge pouvaient aller à l'école, qui aujourd'hui sont lésés, et ça pénalise le système éducatif. Il faut aussi dire que M. Cissé Bakongo a été le père de la pacification également de l'espace universitaire, parce que c'est pas pourquoi était le père de la pacification de l'espace universitaire, parce qu'il a réussi, je vous le dis, en 2008, il a réussi de faire asseoir toutes les organisations. Quand vous parlez du père de la pacification de l'espace il n'en demeure pas moins que Cissé Bakongo, le ministre, a failli se faire lyncher à l'université. Alors comment vous expliquez qu'il ait failli se faire lyncher quand il est le père de la pacification? En fait, justement, l'une des raisons. Bon, ça s'explique. Comment vous expliquez que le père de la pacification c'est justement se fait lyncher à l'université? C'est justement à cause de l'espoir que les étudiants ont eu lors de réhabilitation des universités, qui s'est changé parce que les gens attendaient un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas eu, et c'est ce qui a créé véritablement. Mais il faut rappeler que M. Cissé Bakongo a fait 9 ans dans ce département ministériel. Et pendant ces 9 ans-là, cette histoire-là, ça s'est passé juste au soir de son départ. Donc, alors, on n'a plus beaucoup de temps. On va terminer très rapidement, messieurs. On n'aura pas le temps d'interviewer le public. On n'aura plus le temps d'interviewer le public à cause du temps qui nous est imparti. Messieurs, toutes nos excuses pour ceux et celles dans le public qui voulaient participer au débat. Nous allons parler maintenant de M. Nyamien Konan, qui a réinventé l'université, on peut le dire. Il y a eu le père de la pacification, comme disait à l'instant par terme Bochot. Mais M. Nyamien Konan est le père d'un nouveau genre universitaire, c'est lui de faire 4
4 ans avant la licence, et notamment ce tronc commun entre l'anglais et l'informatique. Comment vous, en tant que syndicat, avez-vous vécu cette nouvelle, cette révolution dans le monde de l'université? Bon, il faut dire que cette révolution-là, on l'a suivie un peu comme tous les acteurs de l'université. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une mesure que M. Niamien Konan ait exposée aux yeux de l'université qui ait eu l'adhésion même du personnel, ne serait-ce que technique même de l'université. C'est dur. Vous savez, quelqu'un est là. Vous avez un personnage qui est là, qui n'arrive pas à manger pendant une semaine, un mois. Et vous venez lui dire, mon frère, il faut cotiser ton argent. Il n'arrive pas à manger. Tu viens lui parler de cotisation d'argent encore. Ça veut dire qu'il n'a pas l'argent. C'est compliqué. Nous pensons que M. Niamien Konan, c'est vrai, le problème, on a l'impression que le problème lui-même, ça le dépasse. L'université, il a reçu l'université en cadeau, mais véritablement, c'était un cadeau empoisonné. Alors pour vous, pour lui, c'est un cadeau empoisonné. Alors, comment vous jugez justement ce système à la FESI, le fait que... on fait tous l'anglais et l'informatique aujourd'hui à partir de la 6e, et qu'on s'étonne qu'il y ait ce tronc commun de première année à l'université mathématiques. Bon, d'abord, c'était un projet de M. Niamien Konan, mais Dieu merci, et le gouvernement n'a pas voulu valider ce projet-là. Mais d'abord, pour parler du bilan de M. Niamien Konan, je voudrais déjà citer cet auteur-là qui dit que quand on est un roi, il faut s'entourer d'un fossé qui différencie ce roi-là du vulgaire. Pour dire que le roi, pour nous ici, c'est monsieur le ministre. Et donc, dans son propos, dans ses agissements, il doit pouvoir se distinguer d'une vulgaire personne. Voilà. J'espère que vous n'incitez pas le ministre sur notre plateau. Hein. Non, non, je sais pas. Je ne comprends pas trop l'allusion ou la comparaison. Non, mais... non. Vous allez payer les frais. Je comprends maintenant pourquoi Niamien Konan refuse cette audience. Mais allons-y avec moins de vulgarité sur M. Niamien Konan. Alors. Effectivement. Pour moi, on dit qu'on n'attend pas des différents ministres qui viennent inventer la roue, qui viennent inventer des solutions à des problèmes qui existent. Mais simplement, je vais prendre l'exemple de M. le ministre du Commerce et des PME, qui lui, en son temps, où la décision était prise de demander aux ferrailleurs de quitter l'espace d'Adjamé. Mais ce monsieur-là, il a pu faire cause pour ces ferrailleurs, pour dire qu'on a besoin d'une complicité, d'une communication entre nous et le ministre de tutelle. C'est ensemble qu'on pourra véritablement exposer les problèmes et trouver des solutions aux différents problèmes que connaissent en tout cas les ministères. Il faut se mettre ensemble sur la même table et puis on va terminer avec Monsieur Gaucho avant de revenir à Daniel. Je voulais dire carrément que M. Niamien Konan a échoué parce qu'il n'a pas pu maîtriser la matière sur laquelle la matière qui lui a été confiée. Parce que pour nous, quand M. Niamien Konan venait, avec tous les séminaires qui se sont déjà organisés, tous les problèmes qui ont été posés, qui étaient déjà connus, j'ai dit généralement que les problèmes des étudiants sont connus plus que le président de la République. Pour nous, il fallait que M. Niamien Konan vienne pour attaquer directement ces problèmes. Mais il a préféré faire des sorties sporadiques sur des questions de projets de réforme qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc à ce niveau, nous on pense que, en tout cas à l'arrêt, nous on pense que M. Niamien Konan n'a pas su gérer vraiment ce ministère. Parce que même concernant les orientations, aujourd'hui, on est en train de gérer encore ce problème. Nos camarades ont été orientés dans des établissements. Il y a certains qui ont été orientés 3 fois à l'université, dans les grandes écoles, dans 2 grandes écoles. Il y a des gens même qui ont 48 ans, qui sont orientés à l'université. Il y a des gens même qui... En tout cas, c'est-à-dire que l'orientation a été faite. Voilà, donc vraiment... Orienté après le bac, non, c'est pas possible. Non. Voilà. Monsieur Varol, comprenez que voilà un monsieur l'orientation a été mal faite. Qui pense que tout se gère par des logiciels informatiques. Et cela est faux. Puisque même dans l'orientation, le camarade venait tout à l'heure de citer le cas des orientations. Jusqu'à présent, il y a certains étudiants qui n'ont pas encore été orientés. C'est jamais vu pour les grandes écoles. Or, dans 2 mois ou dans 1 mois, ils seront déjà en vacances. Voilà. Donc, pour dire que M. Niamien Konan, en réalité, a échoué. Il ne connaît pas le milieu.
j'ai cru en son temps, quand il arrivait à la tête de ce ministère, qu'il allait pouvoir prendre le temps de s'habituer, de connaître le milieu avant de chercher à proposer des solutions. Mais il ne l'a pas fait. Est-ce que quelqu'un d'entre vous ici reconnaît quelque chose de positif je pense... chez M. Niamien Konan? Est-ce qu'on peut, avec vous, dire positivement? Est-ce qu'il y a quelque chose que le ministre a fait? S'il vous plaît, je sais. Qu'est-ce qu'il a réussi? Au niveau je pense que nous, au niveau de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire, nous pensons que la transition a été plus ou moins mal faite. C'est-à-dire, il a reçu plus ou moins son siège. Il devait plus ou moins prendre le temps d'observer les choses avant d'envoyer les réformes. La FECI l'a dit tout à l'heure, mais vous, est-ce que vous reconnaissez au moins quelque chose de positif sur le ministre de l'Enseignement supérieur de Côte d'Ivoire? Quelque chose de positif, pendant que les étudiants boursiers de 2014 jusqu'en 2015 à l'université de Bouaké ne sont pas encore payés. Pendant qu'il y a des secours financiers qui ne sont pas encore payés, pendant qu'on parle d'orientation, pendant que nous sommes en avril, en mai, qu'est-ce que nous pouvons reconnaître de quelque chose de positif? Nous, ce que nous disons aujourd'hui, on juge l'homme en fonction des résultats que nous voyons. Ce n'est pas un jugement accablant, ce n'est pas un jugement subjectif. Nous, c'est sur des résultats. C'est sur des résultats qu'on statue. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes en avril, en mai, parlant d'étudiants orientés, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes jusqu'aujourd'hui en 2015, parlant d'étudiants qui sont boursiers, qui n'ont pas encore perçu leur bourse, moi, personnellement, c'est sur qu'est-ce qui est positif sur le ministre? Il a réussi, en tant que syndicaliste, je peux dire que le ministre a réussi pour une fois à fédérer les revendications de toutes les structures syndicales qui existent à l'université. Que ce soit les enseignants, les étudiants, le personnel administratif et technique. En fait, tout le monde est d'accord que rien ne va aller. Merci à la FECI. Je pense, messieurs, que le débat, ce n'est qu'une première partie du débat. On ne pouvait pas, en 52 minutes, résumer évidemment tous les problèmes et les solutions, toutes les solutions de l'Université de Côte d'Ivoire. Monsieur le secrétaire général de la FECI, Assis Fulgence, merci d'être venu dans cette émission. Vous êtes débattu autant que vous pouvez, avec quelques allusions au ministre que vous aimez, Niamien Konan. Vous pouvez, je vous l'accorde, demander votre 8e audience en direct. Vous pouvez lui demander en direct. Ouais, en direct. Vous pouvez demander l'audience en direct et je vous le permets. Et on va voir si après cette émission, il vous recevra. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a encore réitère une demande auprès de M. le ministre pour que M. le ministre trouve un cadre d'échange afin de poser les réels problèmes des élèves étudiants et aussi à cette occasion faire des propositions pour les questions qui connaissent en tout cas l'université de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, Niamien Konan, c'est l'invitation de la demande d'audience de la FECI en direct sur Vox Africa. On suivra de très très près justement cette audience et quand vous les recevrez, l'équipe de Vox Africa sera là pour confirmer que vous avez reçu la FECI. Voilà. Monsieur Didier Begui, quand même, j'espère que c'est bien passé. Hein. Vous avez pu dire ce que vous pouviez dire, même si des choses encore restent à dire. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci à Parterne Bocho qui, par moment, a mis un peu d'huile sur le feu, mais c'est mieux. Ça nous a permis de bien comprendre le débat. Et puis, Daniel Nassemon, merci beaucoup, en tout cas. On aura le temps de parler d'autre chose, peut-être sur un autre plateau. Je sais que vous avez encore des choses à dire. Les étudiants. Non, on a un petit le bouquin. Non, merci beaucoup. On veut. Voilà, on peut proposer des je voulais... Dans tout bon, ça, alors, ce qu'on va faire, puisque vous n'avez pas envie qu'on termine l'émission, il faut la terminer. Ce que je vais faire, et vous serez peut-être les invités du débat, je vais inviter sur ce plateau et en direct, je l'ai presque jamais fait dans cette émission, le ministre de l'Enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, Monsieur Niamien Konan, à venir s'expliquer et donner son droit de réponse dans cette émission en direct et il nous dira comment est géré le dossier de l'Université de Côte d'Ivoire. Monsieur Niamien Konan, l'invitation vous est faite, nous vous attendons
à Vox Africa. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. Merci à vous, cher public. Merci d'être restés en notre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.